Bonjour. Bon matin. C'est un beau moment, je vous regarde, là. C'est un beau moment aujourd'hui que cet événement de symposium définissant. En même temps, c'est comme un mélange de joie et de brin de nostalgie que de voir cette cohorte qu'on a suivie pendant 3 ans qui est en train de faire ses derniers pas dans notre communauté en ce moment. Alors, je les salue particulièrement. Et moi, on m'a invité à prendre soin d'accueillir et de présenter notre premier conférencier pour démarrer notre symposium et mettre du bois dans notre poêle d'intelligence collective, Christian Joko. Alors, c'est avec beaucoup de joie que j'ai accepté ce mandat de présenter Christian parce que j'ai beaucoup d'admiration et de gratitude pour cette personne-là. Et pour vous le présenter, j'ai eu envie de mettre dans la place un cassala que je lui ai écrit lors de son passage à Rimouski cet hiver, quand il était venu justement, encore une fois, mettre du bois dans notre poêle dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Un cassala, pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est, s'il y en a, je ne vois pas là, dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est un cassala? Non? Alors, j'y vais. Courage. Puissance 1000 d'exister. Je suis Christian Alain Joko Kamgen, fils de Cameroun, pays magnifique, pépite de richesse, marmite de diversité, hologramme d'un continent. Là d'où je viens, il est possible de célébrer Noël et Laylat al-Bara, entre voisins, de vivre ensemble avec la foi chrétienne, musulmane et les sagesses ancestrales. Là d'où je viens, j'ai puisé les racines d'une possible laïcité conviviale. Je suis Christian Joko, fils de nombreux aïeux de ses fiers parents, fils de Cameroun, de Belgique, de France, de Québec, de Malouf. Je suis identité passante, identité de passage. Je suis Christian Joko, le philosophe heureux au milieu des chaos intercontinentaux, amoureux de la sagesse, amoureux des humains. Je pourrais bien m'enorgueillir du haut de mon master en droit de l'homme et en action humanitaire, du haut de mon master Erasmus Mundus en philosophie allemande et française, et du haut de mon doctorat en philosophie de l'Université Laval. Mais pourtant, je reste avant tout amoureux, amoureux de la sagesse, amoureux des humains. Je reste profondément humble, promoteur et défenseur de la justice sociale, accueillant l'être et la parole singulière de chacun, de chacune qu'il m'est donné de rencontrer. Je suis Christian Joko, philosophe ami, ramenant la pensée à l'organique. Dans une abondance sans limite, je crée des concepts avec Deleuze, je suis puissance 1000 d'exister. Je suis endurance et amitié civique, je suis résilience éthique, je suis laïcité conviviale, je suis désobéissance épistémologique, je suis déconstruction de la matrice coloniale de pouvoir, je suis provincialisation de la culture occidentale, déconstruction des fondations idéologiques, je suis décolonialité, je suis épistémologie décentrée, je suis réapprentissage et recomposition, je suis charité interprétative, je suis créolisation du monde. Je suis Christian Joko, ami philosophe, ami des féministes et des peuples racisés. Je suis militant engagé, chroniqueur au verbe acéré, activiste redoutable, pédagogue de toutes les classes et poète inspiré. Je suis Christian et je reviens à mes amours rimousquois. J'y retrouve le silence dense, la lenteur savoureuse, l'Uccar familière, le fleuve blanc sans frontières. Je reviens à l'Uccar et je retrouve mes amis d'Ubuntu, trop nombreux ici pour les nommer tous, à l'Ubuntu rimousquois,
À l'espace sacré du donner-recevoir, j'appartiens. Je suis chez moi. Je suis Christian Djoko, et entre ces lignes, vous m'apercevez en chemin. Je porte un mystère, je porte un ministère. On m'a donné beaucoup, je veux donner à mon tour. Prendre soin de la dignité humaine, apprendre, enseigner, créer, le vivre ensemble. Célébrer la vie qui se donne comme un fleuve, comme une espérance. Et moi, Diane Léger, je suis celle qui invite, qui célèbre, qui honore, qui remercie Christian Djoko. D'être, de dire, de faire en solidarité, comme lui seul le peut, son mystère et son ministère, dans toute la démesure et la puissance de son corps, de son cœur et de son intelligence. J'invite donc mon ami Christian, mon philosophe ami, mon ami philosophe, à venir alimenter par sa puissance mille d'exister la flamme de notre intelligence collective à l'épreuve des oppressions. Tu connais l'expression du bois dans le feu? Je sais plus. Ça fait 2 fois que j'entends ce cassa-là, et puis à chaque fois, je suis toujours sans mots, parce que je ne sais pas si je mérite tout ce qui a été dit. Il nous arrive la vie nous donne souvent de rencontrer du monde, de voyager, d'apprendre des choses. On ne sait pas toujours comment c'est reçu, on ne sait pas toujours comment c'est accueilli. Je dirais que de ma petite vie, je n'ai jamais entendu de mots aussi puissants, un témoignage aussi dense, aussi généreux, il faut le dire. Et je rends grâce à la vie, je rends grâce à vous autres. Ça ne pouvait pas arriver ailleurs en réalité, parce que j'ai un attachement particulier avec Rimouski. Pour ceux qui le savent, je suis arrivé pour la première fois au Canada en 2008, et j'ai débarqué à Rimouski. Et j'y ai passé 8 mois avant de repartir en Europe et de revenir au Canada pour faire un doctorat, notamment à l'Université Laval. Et les 8 mois que j'ai passés dans le Bas-Saint-Laurent, je pense que ça a été les 8 mois les plus féconds de ma vie. Donc, que de revenir ici et de recevoir un tel accueil, je ne pouvais pas attendre mieux, ou du moins, malgré que je suis vraiment surpris. Diane me l'a envoyé il y a quelque temps, ce cassa-là, mais une fois de plus encore, comme je le dis, je suis foudroyé d'émotions, foudroyé par les mots qui ont été employés. Je dis simplement merci. Merci à Rimouski, merci au Bas-Saint-Laurent, merci à Diane. Tu sais toute l'estime et toute l'affection que je te porte. Merci à Jeanne aussi, que j'ai rencontré en 2009-2008 aussi. Je suis déjà à ma 5e invitation ici à l'UQAR. Donc, bref, je crois que je vais m'arrêter là. Merci à tout le monde. Diane m'a invité à présenter la conférence d'ouverture dans le cadre de ce symposium. Alors, j'ai réfléchi énormément sur qu'est-ce que je pourrais partager avec les amis, la gang de Rimouski. Et puis, j'ai essayé moi-même, parce que c'est des thématiques qui m'intéressent énormément, tout ce qui a trait à l'intelligence collective,
tout ce qui a trait à la lutte menée contre les oppressions. Alors j'ai réfléchi, j'ai essayé de questionner mes propres intérêts de recherche. Alors je m'intéresse à la crise écologique parce que mon doctorat porte sur l'idée d'une justice intergénérationnelle. J'essaye de penser la durabilité du monde commun. Je m'intéresse également à toutes les questions liées au racisme, à la décolonialité, on en parlera tantôt, et à tout ce qui a trait aussi aux injustices sociales, aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle intramuraux, c'est-à-dire à l'échelle des pays. Alors, en réfléchissant sur toutes ces thématiques-là, en revisitant finalement ces thématiques, ces intérêts de recherche, j'ai essayé d'identifier quel pouvait être le point commun, le vecteur, c'est-à-dire la cause racinaire, le principe actif qui met en branle mon activité intellectuelle et mes actions ou mes engagements militants, parce que pour moi, je respecte tous ceux qui sont capables d'aller dans le ciel, réfléchir sur les idées, etc., etc. Mais j'aime redescendre pour être dans l'action, dans la praxis, comme on disait tantôt. Donc, en réfléchissant donc sur ces intérêts de recherche, je suis arrivé à la conclusion que l'élément central qui m'obstine quasiment, qui est devenu pour moi une obsession, part de ce que j'ai appelé, et c'est rien de nouveau, vous allez voir, c'est le capitalisme. Pourquoi le capitalisme? Je ne veux pas qu'on entende, c'est un peu comme souvent on dit, oh, le capitalisme, c'est un peu le mot valise, le fout-tout, il est accusé de tout et de rien, etc., etc. Mais je vais essayer simplement de simplifier au maximum l'entendement ou la compréhension qu'on peut avoir de ce phénomène et de montrer comment, à travers ce système, on a à la fois des oppressions de la nature, on a à la fois des oppressions en termes d'injustice sociale, et comment est-ce qu'on peut sortir de ces systèmes d'oppression-là qui génèrent en lui-même plusieurs autres oppressions. Pourquoi c'est important de parler aussi de lutte intersectionnelle? Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit assez brillamment Marcel tout à l'heure, mais en réfléchissant sur la problématique, j'ai pensé à un texte que je venais d'achever de Françoise Vergès qui parle de féminisme décolonial. Elle dit dans son texte à la page 36 que la méthode est simple. Partir d'un élément pour mettre au jour un écosystème politique, économique, culturel et social afin d'éviter la segmentation que la méthode occidentale des sciences humaines a imposée. C'est l'idée de lutte intersectionnelle. Les analyses les plus éclairantes, poursuit-elle, et productives ont d'ailleurs été ces dernières décennies celles qui ont tiré le plus grand nombre de fils pour mettre en lumière les réseaux d'oppression concrets et subjectifs qui tissent la toile de l'exploitation et des discriminations. Donc, c'est l'idée finalement qu'au jour d'aujourd'hui, souvent, la démarche est de segmenter les luttes, les batailles. On va parler simplement, par exemple, de la lutte contre l'environnement. On va essayer d'en faire toute une lutte. On va parler du racisme. Pourtant, en réalité, il y a des imbrications nécessaires. C'est-à-dire que la segmentation est davantage académique. Sinon, la réalité est le fruit ou le concentré de plusieurs interactions. Donc, l'idée, finalement, est d'essayer de saisir le concentré de ces oppressions pour opposer à ces oppressions multiples une lutte intersectionnelle. Je vais essayer de rester au plus près de mon texte parce que souvent, les matins, je ne suis pas très réveillé. Et de toutes les manières, la réflexion que je mène dans cette conférence, dans ce texte, est à la fois très, très intellectuel, mais aussi très, très méditatif, parce que ça touche à quelque chose qui nous est cher, c'est-à-dire la nature, le rapport qu'on peut avoir au monde du vivant. Et quand je parle du monde du vivant, ne voyez pas simplement la nature qui est extérieure, cette nature qui part de nous-mêmes, mais qui est aussi extérieure à nous. Donc, je vais vous présenter rapidement le plan, comme ça, si vous vous perdez en cours de route, vous vous rappellerez que j'ai dit quand même ça. Je parle dans la première partie de la vulnérabilité du vivant. Je ne parle pas de la vulnérabilité de l'humain, la vulnérabilité du vivant, c'est-à-dire la nature, le devenir historique, que j'intitule entre parenthèses les générations futures et les injustices sociales.
Dans le deuxième partie, j'aborde ce que j'essaie de construire. Je pense que nos échanges aussi me permettront d'enrichir mes réflexions. Ce que j'entends par durabilité décoloniale. Pour ceux qui le savent, on l'a dit tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup aux questions de décolonialité, pas de décolonisation qui est un processus historique situé dans le temps, mais la décolonialité est un mouvement qui est continuel. Je suis en pleine décolonisation par rapport au rapport homme-femme, par rapport au rapport à tout le genre humain. Donc, pour vous dire simplement que la décolonialité n'est pas à confondre avec la décolonisation. Au niveau de la décolonialité, la durabilité décoloniale, je parle de la préservation de la nature sans l'humain. On verra à ce niveau comment est-ce que, au cours de l'histoire, finalement, sous l'influence de ce que j'ai appelé la durabilité civilisationnelle, on arrive à penser une protection de la nature sans l'humain, à travers des grands parcs dont on sanctuarise en quelque sorte. Le deuxième axe, c'est protéger la nature. Protéger la nature, je montrerai à ce niveau que c'est finalement une idée occidentale qui n'est pas partagée par l'ensemble des ontologies ou des façons de penser du monde. Et on verra que ça a une implication directe dans le rapport qu'on peut avoir avec le reste du vivant. Et la dernière chose, la dernière articulation, c'est pluraliser la durabilité. Pour moi, la pluralisation de la durabilité, c'est la condition qui nous sauve, c'est-à-dire c'est l'élément central qui nous permettra finalement de résister à la fois à l'oppression de la nature, mais aussi à l'oppression aux oppressions sociales. Je vais insister là-dessus. Donc, pour commencer, parlant de la vulnérabilité de la nature, je vais rapidement passer là-dessus parce que je pense que tout le monde, c'est largement partagé qu'aujourd'hui, la nature est vulnérabilisée à travers à la fois le triomphe de l'homo economicus et ce qu'on a appelé en philosophie l'arraisonnement de la nature comme un puissant fond à exploiter. C'est-à-dire que finalement, la nature, c'est quelque chose, un grenier en quelque sorte. Prenez l'image du grenier ou bien d'un garde-manger. On ne cesse de puiser, comme s'il n'avait pas de fin, comme s'il n'avait pas de limite infranchissable. Et ce qui entraîne quoi? Ça entraîne l'écocide. L'écocide également, c'est un concept pour dire simplement qu'aujourd'hui, par notre agir, par notre consommation débridée, par notre croissance illimitée, on entraîne une espèce d'écocide, c'est-à-dire la mort du vivant en général. Et à ce niveau, une des choses qu'il faut remarquer, c'est que il y a une dysfonction de temporalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une croissance qui est démesurée, c'est-à-dire qu'il faut toujours produire plus, consommer plus, parce que dans l'esprit du capitalisme, arrêter de produire, c'est simplement arrêter de vivre. C'est la mort du capitalisme. Donc, il faut créer toujours. Prenons un exemple. Vous avez des iPhones. Si vous regardez parfois, entre le iPhone 7, iPhone 6, il n'y a pas de grande différence. Il y a juste deux trucs qu'on avait déjà pensé depuis. Mais comme il faut vendre, il faut toujours, et rapidement, c'est obsolète. Donc, il faut puiser les ressources au Congo, il faut puiser les ressources ici et là, puiser dans la nature pour pouvoir créer toujours des produits. C'est tout le discours sur l'innovation. C'est-à-dire que quand on te dit l'innovation, mais en réalité, c'est qu'il faut toujours créer quelque chose pour vendre. Mais on ne crée pas à partir de rien, on crée à partir des ressources naturelles. Donc, il y a une disjonction de temporalité entre ce que la nature est capable de nous offrir dans un temps qui est le sien, et nous, notre appétit vorace, notre goût pour l'innovation, notre goût pour les achats. Je réfléchissais dernièrement sur la puissance symbolique du capitalisme et je me posais la question, comment ça se fait qu'on soit aussi friand de nouveautés? Parfois, on achète un habit, j'ai fait l'expérience, j'ai acheté un habit, et puis j'ai porté cet habit, j'ai mis dans ma garde-robe, ma valise, 2 ans après, quand j'ai ressorti, j'étais toujours en amour par rapport à ces habits-là parce que c'est comme si la distance que j'avais mis entre cet habit fait qu'aujourd'hui, je l'ai redécouvert comme si c'était quelque chose de nouveau. Et souvent, on ne s'en rend pas compte avec tout ce qu'on appelle le shopping, etc., etc. On a un goût parfois débridé tout simplement parce qu'on se dit c'est le goût de la nouveauté. Mais si on prenait, moi j'ai fait cette expérience, j'ai pris mon habit, un habit que j'avais acheté, je l'ai porté, autre, et puis je l'ai mis 2 ans, 3 ans dans une valise et je l'ai ressorti. J'avoue que j'étais toujours autant subjugué que la première fois. Donc, il y a toute une question, il y a toute une réflexion à avoir sur le rapport. Comment est-ce que le capitalisme
à partir de notre rapport à la nouveauté, arrive à créer toujours plus avant de toujours plus. Mais ça, c'est une digression. Ce que je voulais simplement que vous reteniez ici, c'est que à travers l'homo economicus, le triomphe du capitalisme, le triomphe de la consommation débridée, on arrive à ce que j'ai appelé l'écocide. Alors, la vulnérabilité du vivant, c'est pas simplement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement une question de vulnérabilité de la nature en tant qu'elle est extérieure à nous, c'est-à-dire les cours d'eau, les forêts, l'exploitation forestière, etc., etc. La vulnérabilité aussi, c'est notre vulnérabilité, c'est-à-dire le devenir humain. Aujourd'hui, on se pose clairement la question, est-ce que demain existera? C'est tout l'enjeu lié à la préservation de la nature ou de l'environnement ou des écosystèmes pour les générations futures. Alors, j'ai trouvé une citation de Bertolt Brecht qui résume assez bien. Il sciait les branches qui les portaient, ils se faisaient part à grands cris de leur expérience sur la manière de scier plus vite, et puis ils tombaient au milieu des craquements, dans le vide, et ceux qui les regardaient hochaient la tête tout en sciant et continuaient de scier. C'est un peu finalement le cercle vicieux dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Je ne m'attarderai pas énormément sur ces éléments parce que je crois que chacun de nous, à travers les discours, essaye déjà de faire cette expérience-là. Mais il est toujours bon, comme quelqu'un disait, féminisme aussi longtemps qu'il le faudra. Il faut se rappeler ça. La répétition est pédagogique à mon sens. Il faut se rappeler qu'on est à la veille finalement d'entrer de plein pied dans l'anthropocène, c'est-à-dire la 6e extinction. On ne le dit, ce n'est pas pour créer une espèce de psychose, mais il faut prendre conscience du fait qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être on ne le sent pas nécessairement ici, parce que je pense qu'il y a une environnementalité qui s'installe de plus en plus au Québec, du moins depuis que je suis là, mais ailleurs, la question se pose avec acuité, même dans les pays du Sud. Je suis originaire du Cameroun, ça a été signalé tout à l'heure. Les problématiques avec l'automobile se pose avec acuité. Donc, il faut se rendre à l'évidence qu'on est dans une situation dramatique au chevet d'un malade qui est notre maison commune. Alors, au niveau des injustices sociales, le capitalisme a aussi ceci de particulier qu'il engendre énormément d'injustices à l'échelle mondiale. Alors, j'ai trouvé une citation qui c'est comme un mantra aussi pour moi. Il est toujours plus aisé de voir l'infortune plutôt que l'injustice dans la détresse d'autrui. On nous dit finalement que le capitalisme, c'est quoi? La libre concurrence, la libre entreprise, la propriété privée. Alors, dans le monde capitaliste, on dit nage ou noie-toi. C'est-à-dire que tu dois te battre. Et si quelquefois vous vous noyez, c'est le sacrifice à payer pour la richesse commune. Donc il y a une logique sacrificielle finalement dans le capitalisme qui veut que, oui, si sur le chemin on doit perdre quelques-uns, c'est pas grave parce que ça contribue finalement à l'enrichissement collectif. Et dans ce contexte, quand on voit même la pauvreté à travers le monde, qui est générée simplement par la capture des moyens de production. La capture des moyens de production, c'est quoi? C'est que nous tous, on contribue d'une certaine manière à la création des richesses. Mais sauf que par des mécanismes dont je n'entrerai pas là-dedans, il y a quelques-uns qui s'accaparent finalement le fruit de la coopération sociale. Et c'est pour ça qu'on parle des 1% à travers le monde. 1% qui détient plus de la majorité de l'économie. Donc, et quand on va regarder cette pauvreté qui nous vient du Sud, cette pauvreté qui nous vient de l'intérieur même du Québec, pour ne pas aller loin, on dit finalement, il est toujours plus aisé de voir l'infortune. Oh, il aurait dû se battre. Oh, tout le monde était à âme égale. Pourquoi est-ce que lui, il est maintenant sur le BS, etc., etc. Je n'entrerai pas là-dedans, mais il est toujours plus aisé de voir l'infortune plutôt que l'injustice dans la détresse. Pour moi, le capitalisme est fondamentalement porteur d'injustice. C'est-à-dire qu'il y a un traitement différencié des personnes. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable, c'est pour ça que moi je parle qu'on vit dans une société maganée. Je voyais des gens tout le temps stressés à Paris, dans les métros, tout le temps, parce qu'il faut toujours produire plus, parce qu'on a des hypothèques, on a des ci, on a de ça, etc., etc. Et quand tu n'es pas capable de suivre le rythme, tu es HS, tu es simplement hors sujet, ce qui fait qu'on est toujours... Je n'accable pas le capitalisme, entendons-nous bien, de tous les malheurs. Le capitalisme sait, à mon sens, créer de la richesse, mais ne sait pas redistribuer. C'est-à-dire que nous tous, nous participons d'une certaine manière à la création de richesses, mais quand vient le temps de redistribuer, il y a une capture, il y a une appropriation par le 1%. La croissance ne nous sauvera pas. Alors, on nous dit souvent, oui, il faut plus de croissance pour juguler
les injustices, pour donner aux plus pauvres, pour ci et ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours creuser dans l'environnement, il faut toujours... Donc, il faut la croissance, c'est la tyrannie de la croissance. Okay? Aujourd'hui, si on dit la croissance est nulle ou elle est inférieure, tout le monde panique, on va changer de gouvernement parce qu'on veut la croissance. Ça, c'est la ritournelle, c'est la musique collective, le kyrie, le refrain collectif dont on se gargarise complètement en disant « Ok, il faut la croissance, parce qu'on dit avec la croissance, on va dégager assez de bénéfices ou en quelque sorte d'argent pour aider ceux qui ne sont finalement pas capables de suivre le train infernal du capitalisme. » Mais moi, je dis c'est un gros mensonge parce que la croissance ne nous sauvera pas dans la mesure où tous les rapports, que ce soit de Oxfam, que ce soit des Nations Unies, montrent que plus de croissance profite toujours aux 1%. Alors, je me pose la question, comment depuis ce temps où on nous dit qu'on nous assomme de plus de croissance, mais où en est-on avec le ruissellement? C'est-à-dire la théorie selon laquelle si, il y a une croissance, on va ruisseler, tout le monde sera riche. On se rend compte que à tout le mois, à l'échelle mondiale, les pauvres deviennent davantage pauvres et les riches s'enrichissent davantage. En France, dernièrement, avec l'élection de Macron, je ne vous dis pas ce que je pense de Macron, mais on l'a vu que les plus riches sont devenus encore plus riches. Donc, ils peuvent donner 1 milliard pour Notre-Dame. Ça, ce n'est pas un problème, puisque de toutes les manières, l'année dernière, ils ont fait plus que ça. Donc, on nous dit que la croissance nous sauvera d'une certaine manière. Je dis simplement qu'on est en train de prendre davantage les hypothèques sur notre maison commune. Et quand je parle de notre maison commune, c'est cette nature. Alors, on nous dit aussi que, finalement, pour résoudre le problème créé par le capitalisme, c'est-à-dire la pauvreté à l'échelle mondiale, il faut l'aide publique au développement. L'aide publique au développement. Et souvent, nous autres, on ne s'en rend pas compte, on milite pour tout ça parce qu'on se dit, d'une certaine manière, je dois être solidaire du pauvre Éthiopien, du pauvre Camerounais qui n'a pas de quoi manger, etc., etc. Mais moi, je dis, c'est une façon de dépolitiser les rapports politiques. C'est-à-dire que la question n'est pas la charité, la question est une question de justice. Et dans le capitalisme, justement, il y a une volonté de voiler les mécanismes de domination, c'est-à-dire que ce 1% qui, finalement, à l'intérieur des États, à l'intérieur du monde, essaye de s'accaparer. On nous sort une litanie, une évangile de « ouais, on va aller donner aux plus pauvres, etc. etc. » Ils n'ont pas besoin davantage de charité, ils ont besoin de justice. C'est-à-dire que dans le Conseil des Nations, à la hauteur de ce qu'ils apportent au Conseil des Nations, ils aimeraient avoir ce qui leur est dû. Je prends des exemples simples. C'est peut-être familier pour vous, mais il est toujours bon de le redire. Aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit... je parle du Cameroun parce que c'est le pays que je connais le mieux. Je n'aime pas beaucoup les généralisations parce que je peux parler de l'Afrique, mais il y a 54 pays. Donc, je dis toujours qu'il y a plus... Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Mais ça, on peut aussi voir les mêmes éléments en Amérique du Sud. C'est-à-dire que c'est des pays qui sont porteurs ou dotés de richesses importantes. Mais quand tu regardes la situation sociale de ces pays-là, elle laisse toujours à désirer. Tu as un pays, par exemple, ce n'est pas pour taper davantage sur la France, qui ne produit pas de pétrole, qui ne produit pas, mais qui a Total, qui a toutes les grandes entreprises. L'une des grandes entreprises pétrolières. À un moment donné, il faut se poser. Alain Deneau a d'ailleurs écrit un livre là-dessus, Total, je ne sais plus le titre. Alain Deneau, qui est un philosophe québécois que j'aime beaucoup, parce que pour lui, il essaye justement d'allier à la fois la réflexion intellectuelle et l'engagement social. Donc tout ça simplement pour dire que, une fois de plus, il est toujours plus aisé de voir l'infortune plutôt que l'injustice. La croissance ne nous sauvera pas. La charité n'est pas la justice. Alors, on arrive face à cette situation. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'en sort? Là, on a identifié au moins 3 oppressions, c'est-à-dire l'oppression contre la nature, l'oppression contre notre devenir historique. Et j'insiste un peu sur le devenir historique, pourquoi? On peut se poser la question, mais pourquoi doit-il y avoir quelque chose plutôt que rien? Pourquoi doit-il y avoir quelque chose plutôt que rien? Ce n'est pas la question de Spinoza. Spinoza disait, un philosophe qui disait, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Moi, la question, à la suite de Hans Jonas, qui est un philosophe allemand, c'est de dire, pourquoi il doit y avoir quelque chose plutôt que rien? Alors, il y a toutes sortes de réflexions là-dessus. On peut à la fois dire,
si on est chrétien, que c'est parce que c'est une création divine, etc., etc. On peut aussi dire simplement que postuler l'existence de l'humanité se dit finalement que, ouais, l'existence existe déjà. Moi, je dis, c'est pas ça la question. Je pense que dans toutes les cultures, il y a une espèce de consensus qui veut qu'il préfère y avoir quelque chose plutôt que rien. C'est-à-dire que le devoir de ne pas mettre un terme à la vie nous incombe. Mais on observe une espèce d'acrasie, c'est-à-dire de disjonction entre nous tous, nous sommes d'accord, on veut poursuivre, préserver la nature, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire suivre notre volonté, ce qui est visé, de faire suivre à la suite de notre volonté, ce qui est visé, nos actes. Pour moi, j'observe qu'il y a, comme je dirais, une acrasie. L'acrasie, c'est simplement de dire, je ne fais pas ce que je dois faire, ce que je veux faire, c'est-à-dire que ma volonté est ici, mais mes actions sont de ce côté. Mais moi, la difficulté, la réponse que j'ai trouvée dans mes réflexions, c'est parce que, en réalité, on essaye de traiter les pathologies du capitalisme, les maladies du capitalisme, les injustices du capitalisme, en s'appuyant sur le système qu'il a vu naître. C'est-à-dire qu'on pense que c'est à travers l'ambiance intellectuelle de l'Occident qu'on va résoudre les problèmes que cette ambiance intellectuelle a créés. C'est-à-dire qu'on est comme dans une espèce de raison mythonymique, où on se dit, notre propre raison a créé ce problème, mais on est sûr qu'on va résoudre ce problème. C'est la même chose qu'on voit. On crée un problème à travers la civilisation technologique, et on se dit, la technologie va encore résoudre ce problème-là. La même chose avec tout ce qui est développement durable, le recyclage. Oui, c'est très attirant, c'est très attrayant le recyclage. Mais il faut se poser une question, jusqu'à quel point on ne se donne pas les moyens de polluer davantage. C'est-à-dire que, OK, on va juste retarder l'échéance, consommer davantage. Est-ce que la question ne serait pas simplement de diminuer ou d'avoir une modération de fin, c'est-à-dire limiter finalement notre goût immodéré pour la nouveauté, pour du bien matériel, etc., etc. En a-t-on vraiment besoin de tous ces objets, tout ce qu'on achète, etc., etc., avant de penser même à recycler ces objets? J'ai comme le sentiment qu'en se disant « Oh, je recycle, donc je pollue ». Donc, pour moi, je prends cet exemple pour dire, finalement, le monde occidental, qui est d'une certaine manière comptable de la situation clinique dans laquelle se trouve notre planète, je ne dis pas ça en voulant simplement taper sur le monde occidental, mais si on regarde finalement de manière très sérieuse, pourquoi en sommes-nous rendus là? On se rendra compte que, d'une certaine manière, oui, il y a des lumières occidentales, mais il y a aussi des obscurités. Et l'état dans lequel se trouve notre nature, notre rapport au vivant, est intimement rattaché à l'esprit capitaliste, à la dynamique occidentale. Est-ce qu'il y a des incivismes écologiques dans le Sud? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a des incivismes écologiques en dehors de l'Europe et des Amériques? Bien évidemment. Certains, d'ailleurs, sous le fallacieux prétexte de préserver une culture, portent atteinte de manière très forte à la nature. Je prends le cas du Japon. Aujourd'hui, ce qui est mis de l'avant pour pêcher davantage de baleines, c'est que c'est une pratique ancestrale, etc., etc. Mais on sait bien que la raison est tout autre. Donc oui, il y a une critique nécessaire à faire à l'intérieur des civilisations, des modes de pensée, des cultures non occidentales. Mais lorsqu'on prend à l'échelle macro, on essaye de faire la comptabilité et d'établir des responsabilités, on ne peut nier, sans être de mauvaise foi, que c'est la civilisation occidentale, qui est par ailleurs porteur de beaucoup de lumière. On pourrait revenir là-dessus. Toute la question, justement, des droits de la personne est aussi, finalement, un apport qu'a apporté, finalement, la civilisation. Non pas qu'il n'y aurait pas un respect des droits de l'homme ailleurs, mais il faut reconnaître quel a été l'apport de l'Occident. Cependant, sur les questions écologiques, l'Occident est en grande partie responsable de la situation clinique dans laquelle on se trouve. Et comme je disais, il me semble difficile d'envisager des réponses à ces oppressions identifiées en s'appuyant du moins exclusivement sur l'ambiance intellectuelle, sur le mode de pensée, la raison d'une certaine manière, ou du moins la rationalité, parce que je fais la différence entre raison et rationalité. Et ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure.
moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison. Petite parenthèse, je n'ai jamais vu la raison. J'ai toujours vu des rationalités en action. C'est-à-dire, et on le disait avec Gabriel, je pense, c'est un regard que nous portons sur une réalité. Je regarde ce document à partir d'ici, c'est ma rationalité. Jeanne-Marie va regarder, Marcel va regarder. C'est plusieurs rationalités qui permettent d'envisager ce qu'on appelle la raison. La raison, en réalité, pour moi, c'est un hold-up épistémologique qui est porté d'une certaine manière depuis le 14e, le 15e siècle, où on dit finalement que on se pense comme étant le point de vue de Dieu, c'est-à-dire c'est toute la dynamique de Descartes. Je pense donc je suis. Mais en pensant, il découvre comme si c'est lui seul qui pensait, c'est-à-dire qu'il ne pense plus de manière située, il pense depuis le point de vue de Dieu, c'est-à-dire qu'un regard sur toute l'humanité, à la fois sur les peuples non civilisés, entre guillemets, les femmes, la nature. Donc il y a dans ce « je pense » dont je suis, un « je » qui s'accepte, et c'est un « je » blanc, un homme de culture patriarcale qui pense le reste du monde, comme s'il n'en faisait pas partie, comme si dans l'histoire de l'humanité, il n'est pas lui-même porteur des influences. Donc, tout simplement pour dire que c'est aussi ce qui s'est répercuté à l'échelle internationale où on a une civilisation qui s'est pensée comme étant le point de vue de Dieu, le standpoint, le point de vue de nulle part, et qui doit prévaloir pour toute la planète. Il y a du bon et il y a du mauvais. La question ici est de regarder ce qui a été mauvais. Et ce qui est mauvais, c'est justement, comme je le disais encore, je me permets d'insister, la situation clinique de notre planète et les oppressions qui en découlent. Donc, il faut sortir, à mon sens, oser sortir. Je parlais il y a quelques semaines ici de désobéissance épistémologique. Il faut oser sortir de cette barrière, de cette ambiance intellectuelle pour voir est-ce qu'il est possible d'envisager d'autres possibles, c'est-à-dire d'autres solutions qui ne soient pas issues du foyer qui a vu naître cette crise écologique, qui voit perpétuer à travers cette ambiance des injustices sociales. Et moi, je pense qu'il est grand temps, au jour d'aujourd'hui, d'aller vers ce que j'ai appelé la durabilité décoloniale. Mais dire durabilité décoloniale suppose qu'il y a une durabilité civilisationnelle. Ce que j'entends par durabilité civilisationnelle, c'est tout le mouvement environnemental qu'on voit à travers le monde, porté par les ONG occidentales, qui débarquent souvent et vous disent il faut préserver la nature sans l'humain. On crée des parcs sans l'humain, on sanctuarise, on crée, comme en France même, dans le Vercors, ou encore Yellowstone, ou encore le parc d'Amiens au Tchad, où on fait sortir les populations de leur milieu en quelque sorte. On vous dit non, pour préserver la nature, il faut encercler de manière exclusive de grands espaces pour laisser la nature. Il y a des peuples qui sont là depuis plusieurs siècles et qui vivent en osmose, de manière holistique, relationnelle avec ces environnements-là. On dit non, c'est ça le problème. On évite de regarder le problème en face, qui est celui de notre consommation débridée. On évite de regarder le problème en face, qui est celui de la tyrannie de la croissance. On dit non, on prend des petites mesurettes. Ça nous donne bonne conscience. Allez, on a encerclé, sanctuarisé. C'est valable en Afrique, mais c'est aussi valable en Amérique latine. Donc, finalement, on arrive à préserver la nature sans l'humain. Mais moi, ce que je dis, c'est que il est aussi grand temps, toutes les études d'ailleurs en écologie humaine montrent que la nature ou l'état de la nature est éminemment culturel. C'est-à-dire que la biodiversité, telle que nous la connaissons aussi, est le fruit aussi de l'activité humaine. C'est-à-dire que quand je suis, par exemple, au Cameroun, qui est mon pays, à l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke, qui est ma tribu, souvent on a droit à, je veux dire, lorsqu'il y a des activités autres, des rites, des pratiques et autres, on va, d'une certaine manière, il y a des plats, des mets qui sont associés à certaines activités, que ce soit des naissances, des rites de passage et autres. Ça peut être du macabo, ça peut être du taro, ça peut être du... Tous ces éléments-là, on peut dire, où est-ce qu'il s'en va avec ça? La culture de ces éléments-là participe de la diversité biologique. C'est-à-dire le fait de préserver ces pratiques culturelles enrichissent d'une certaine manière la biodiversité parce qu'elles préservent sa pluralité. Quand on parle de préservation de l'environnement, c'est la préservation de la biodiversité. Mais la biodiversité n'est possible que parce qu'il y a une diversité culturelle. Dans la diversité culturelle, il y a la diversité culinaire et la diversité des rapports au monde.
Aujourd'hui, au Cameroun, dans mon village, la concession familiale n'est pas simplement perçue comme un lieu où je m'abriterai parce qu'il y a des intempéries. C'est aussi un lieu de transmission, un lieu qui a été habité par mes ancêtres et dont je dois prendre soin. C'est un peu la métaphore de l'humain, de la planète, où on a reçu, on doit rendre d'une certaine manière. Quand vous entrez dans une chambre universitaire, on vous dit, vous êtes prié de garder cette chambre dans le meilleur état possible, tel que vous l'avez trouvé, pour le suivant. Qu'est-ce que nous avons fait de cette nature que nous avons reçue en héritage et que nous devons transmettre aux générations futures? Je prends l'image, la métaphore aussi, comme je disais, dans ma contrée natale, pour montrer que, au jour d'aujourd'hui, il faut sortir d'une certaine manière. On évite, ou du moins, de regarder en quelque sorte l'ambiance intellectuelle qui a rendu possible l'idée, et je m'en vais à la deuxième partie, de protéger la nature. Moi, je dis, on ne protège que ce qui est menacé. Comment sommes-nous arrivés à une nature menacée? Il faut déjà saisir le fait qu'on a créé entre la nature et nous une distance. C'est-à-dire qu'on considère ce qui n'est pas humain comme quelque chose d'objectif, c'est-à-dire un objet. Et j'ai pris l'exemple de Descartes, qui est pour moi le fondateur de cette façon de penser historiquement dans la pensée philosophique, où on crée une distance, une distanciation entre une nature qui est extérieure à nous et nous autres, maîtres et possesseurs de la nature. Et si on pense qu'il faut protéger la nature, on ne protège que ce qui est menacé. Comment est-ce qu'on en est rendu là à travers le capitalisme? Observez que en dehors je généralise à peu près, mais en dehors de la sphère intellectuelle occidentale, il y a très très peu de pays qui ont une conception ontologique, un gros mot pour dire simplement discours sur l'être, qui ont très peu de civilisations qui créent une distanciation entre l'humain et les non-humains. Même si ça contamine beaucoup de pays à travers le monde, mais de manière générale, dans ce que j'ai appelé les ontologies du Sud, il n'y a pas de distance. Il y a une logique holistique, c'est-à-dire un rapport partagé entre l'humain et les non-humains. Ce n'est qu'une question de degré, c'est-à-dire entre la plante, les animaux et l'humain. Pour un occidental, là je suis dans une perspective généraliste, c'est un scandale de voir qu'il y aurait une dimension relationnelle entre moi, Christian, qui est investi de mon pouvoir financier, de ceci, cela et autres, et cette nature. Je dirais que ça n'existe de manière générale et historique que dans la pensée occidentale. Donc moi, je dis, protéger la nature est une idée occidentale. Il est grand temps de prendre congé de l'idée de protection de la nature telle que nous la percevons, pour revenir à ce que j'ai appelé la pluralisation des durabilités. Qu'est-ce que j'entends par pluralisation de la durabilité? Pour moi, la pluralisation de la durabilité, c'est l'idée que, premièrement, il faut apprendre à désapprendre pour apprendre à nouveau. Apprendre à désapprendre pour apprendre à nouveau. Les seuls rapports qu'on peut avoir à la nature, ce n'est pas simplement d'inspiration occidentale. Il y a d'autres rapports qui peuvent exister entre nous et les non-humains. Et c'est pour ça que je parle de la pluralité des durabilités. La force du capitalisme, c'est de vouloir standardiser tout. C'est-à-dire les procédés, les façons de percevoir le monde. Tout le monde doit manger le McDo, tout le monde doit porter le jean, etc., etc. Donc, il y a un appauvrissement du genre humain. Il y a une volonté. Le capitalisme ne prospère que sur le cimetière de la diversité culturelle, la diversité des rapports au monde, la diversité de pensée. Si on ne prend pas congé, on ne s'arrache pas un temps soit peu de cette façon unilatérale de penser le monde, il est peu possible de sortir, à mon sens, de ce qu'on a nommé par écocide. Si je ne perçois une montagne, je ne perçois un fleuve comme ce qui est capable de générer de l'électricité pour la ville de New York, il est tout à fait normal que pour moi, je n'y vois qu'un rapport économique. Si je ne perçois le bassin Laurent comme un vivier potentiellement économique, il est tout à fait normal qu'un jour, du jour au lendemain, une belle montagne qui participe de l'esthétisation de la vie, je me dis, ok, c'est pas grave, de toutes les manières, j'aurai du dollar après. Parce que le rapport qu'on établit avec ce qui n'est pas nous
est un rapport mercantiliste. C'est un rapport qui nous met à distance, en oubliant que sous d'autres cieux, je me reçois de la nature. Je suis un élément de la nature. Je participe d'un tout, même si j'ai une exceptionnalité, en ce sens que j'ai une liberté, je suis capable de rétroaction sur mon monde. Mais reste que je fais partie. Et cette rétroaction, d'ailleurs, nous impose beaucoup de responsabilités. Dans la pensée occidentale, il y a un philosophe qui l'a très bien théorisé, c'est Hans Jonas. Il dit, ta liberté est commensurable à ta responsabilité et vice-versa. Donc, ce que je veux dire, et là, je vais m'arrêter là parce qu'on va entrer dans les questions. J'aime mieux les questions. D'ailleurs, je n'ai même pas tenu compte de mon texte parce que ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut prendre congé. Waouh, je crois que c'est Diane qui m'a troublé tout à l'heure. Il faut prendre congé de ce rapport qui crée la distance entre nous, humains, et les non-humains. Si on ne prend pas suffisamment, si du moins on ne vient pas, en quelque sorte, vivifier les rapports qu'on peut avoir avec les non-humains, pour moi, il sera impossible de conjurer les effets délétères, les conséquences, à la fois, comme je disais, de l'écocide, des injustices sociales, etc., etc. Parce que de toutes les manières, jusqu'ici, on est en train d'aller droit vers un mur. Je vais donner une petite citation avant de conclure, comme conclusion. Cet extrait est tiré de la lettre adressée en 1855, je pense que je l'ai déjà, oui, par un patriarche indien. Il disait, « Ce que nous savons, c'est que la terre n'appartient pas à l'homme, vous pouvez remplacer par humain, c'est l'homme qui appartient à la terre. Toutes les choses sont reliées entre elles, comme le sang qui unit les membres d'une même famille. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'en est qu'un fil. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. » Je pense que pour certains, ça peut paraître comme un attentat contre la supériorité ontologique de l'humain, mais ça nous invite simplement à la modestie, à l'humilité par rapport à la branche sur laquelle on est assis. Je pense qu'il est grand temps, effectivement, de regarder, de changer notre paradigme. Et j'insiste là-dessus, cela me semble, après réflexion, ne peut venir du foyer ontologique, du foyer qu'il a vu naître. Il faut oser, d'une certaine manière, accueillir ou du moins s'intéresser à d'autres rapports au monde. Et en ce sens, pour moi, les ontologies, les façons de penser, les cultures du Sud, qui sont éminemment relationnelles, éminemment holistiques, peuvent venir conjurer. Il n'est pas question de balayer du revers de la main tout ce qui est fait. De toutes les manières, ce serait d'une certaine manière utopique. Mais il me semble intéressant d'entrevoir collectivement, d'accueillir collectivement ce qui vient d'ailleurs. Et quand je parle de cet ailleurs, je situe clairement la chose. Cet ailleurs, c'est cette relation, c'est ce lien relationnel qu'on peut avoir avec ce qui n'est pas humain. Je ne dis pas avec la nature, avec ce qui n'est pas humain. En ce sens, pour moi, ce serait déjà un grand pas. Je vais m'arrêter là pour laisser place aux questions. Merci. C'était étonnant. Merci beaucoup, Christian. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens... comment je peux dire ça? Tellement impressionné intellectuellement. Je me sens extrêmement nourri dans ma réflexion, dans ma rationalité, en fait. Et en même temps, profondément bouleversé dedans d'impuissance, d'envie, d'élan, de volonté de changement. Je ne sais pas comment vous vivez, vous, tout le processus lors de cette conférence-là, mais je tiens vraiment à te remercier, Christian, pour ce temps vibrant. On avait prévu une pause, en fait, après ta conférence. Je trouve ça sec comme manière de finir, alors que c'était aussi intense. J'aurais envie de vous proposer peut-être 2 commentaires, questions pour boucler, puis ensuite on se prendrait une pause et on reviendrait pour un échange plus approfondi. Ça vous irait? Je trouverais ça trop sec. Donc, si jamais vous voulez commenter,
On a 2 micros sur les côtés. De ne pas hésiter à vous lever, puis venir poser vos questions pour entamer l'échange. Bonjour, puis merci beaucoup. Moi, ma question, ça serait, avec tout ce que vous nous avez offert là, extrêmement... Enfin, voilà, c'est guérissant, je dirais. Qu'est-ce que c'est l'état des lieux de votre pensée et puis de votre discours actuel dans le monde? À quel point c'est reçu, pas reçu? Comment... Enfin, je vois bien le devenir, mais l'actualité de votre pensée, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je voulais d'abord souligner que Rimouski a toujours des mots qui savent m'arracher. C'est guérissant. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit lors d'une conférence, vous parlez une langue humaine. Je ne sais pas où vous puisez, si c'est dans le fleuve Saint-Laurent, mais vous avez une manière de dire les choses qui sont très humaines et guérissantes. Pour ceux qui me connaissent déjà à peu près savent que je suis un optimisme actif, c'est-à-dire que je préfère voir le verre à moitié plein, non pas simplement parce qu'il faut se contenter d'être optimiste, mais c'est parce que je crois profondément que la branche qui se casse fait souvent plus de bruit que toute une forêt qui pousse. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font à l'ombre des projecteurs, loin du bruit médiatique, parce que de toutes les manières, le bruit médiatique, c'est quoi? C'est le bus qui n'arrive pas à l'heure. Le bus qui arrive à l'heure n'intéresse personne. Donc, je veux croire et je suis certain qu'il y a beaucoup de choses qui se font. D'ailleurs, le fait d'être ici, pour moi déjà, souvent on va très loin, mais je préfère commencer par le mort kilomètre. Souvent, le fait d'être ici, de réfléchir, pour moi, collectivement, on devient des contaminants. C'est-à-dire qu'on pense une autre réalité, une réalité alternative. Ce n'est pas rien, parce que souvent, on veut des grands miracles et autres. Mais au niveau intellectuel, au niveau du moins de la porte par laquelle j'entre, je pense que c'est un mouvement qui tend à s'installer. Je suis en train d'ouvrir une brèche. Jusqu'ici, il y a toute une école qui pense ce qu'on a appelé la décolonialité. L'idée qu'il faut s'arracher des schèmes de pensée, s'arracher d'une certaine manière de l'impérialisme des schèmes de pensée occidentales qui sont au demeurant très importants, très, très, très louables, mais qui sont toujours situés, qui répondent à des problématiques particulières. La problématique qui est posée par Descartes à un moment donné X n'est pas la problématique qui est posée au niveau camerounais, qui est mon pays, ou au Sénégal, ou au Mali, ou bien au Guatemala, etc., etc. C'est l'idée finalement que il faut arriver à provincialiser nos rapports au monde, provincialiser notre épistémologie, parce que c'est toujours une épistémologie située. Ça ne veut pas dire tomber dans un relativisme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'idée que relativisme est égal à relativité. C'est l'idée simplement d'avoir la modestie de reconnaître que les problèmes sont toujours situés, ils sont toujours contingents, et le regard qu'on porte sur eux est toujours aussi fonction de notre histoire. Je parle à partir de mon histoire. Je suis chrétien, je suis un homme. Forcément, je n'ai pas le même rapport que Marcel sur la réalité parce qu'il a grandi, il a peut-être vécu dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est d'abord avoir cette modestie-là. Donc, au niveau intellectuel, il y a tout un mouvement qu'on appelle la décolonialité qui est porté à la fois récemment par les auteurs sud-américains, notamment Walter Mignolo, qui est professeur à Duke University, mais il y a aussi depuis longtemps des auteurs africains, Cheikh Anta Diop, Eboussi Boulaga et autres qui ont porté ce truc. Mais moi, justement, au niveau du féminisme, il y a Françoise Vergès qui a rédigé récemment un livre sur le féminisme décolonial. Au niveau environnemental, je vous dirais qu'il y a Arturo Escobar, qui est aussi professeur aux États-Unis, mais pour moi, il reste encore un niveau platonique. Donc c'est pour ça que j'essaye, à mon sens, modestement, d'ouvrir une nouvelle brèche sur la question de la durabilité. Je ne parle pas de développement durable parce que pour moi, c'est un oxymoron, c'est-à-dire la juxtaposition de deux concepts contraires, durable et développement. Or, il faut aller vers une durabilité, c'est-à-dire que revoir nos schèmes de pensée, notre rapport au monde. Et pour moi, ce n'est pas simplement d'imposer un rapport au monde, mais c'est de dire qu'il y a d'autres possibles, autres que celui dans lequel on a toujours évolué. Je dirais qu'il y a une très bonne réception. Pour ceux qui savent aussi, j'ai tendance à avoir des longues réponses. Désolé. En fait,
à partir du moment où vous prenez conscience que les problèmes ne sont pas simples et ne sont pas simplement à travers une lorgnette économiste ou une lorgnette occidentale, une lorgnette camerounaise, vous vous rendez compte qu'il y a un brassage important. Et il faut d'abord poser finalement le contexte. De la même manière, quand je rencontre quelqu'un qui me dit ici, Christian, je vis difficilement peut-être l'immigration, si vous dites simplement, oh ouais, toi tu es une petite nature, hein, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il vit, est-ce que dans sa famille il y a des problèmes personnels, est-ce que... Donc il y a tout ça qui fait qu'il faut brasser l'âge. Oui, Marcel. Oui, donc, bravo, félicitations, je trouve ça vraiment très, très pertinent, mais ça me tente de gâcher le parti un peu, parce que je me dis, toi, tu es un optimiste qui est capable de rebondir. Je me dis, toute la parole que tu as, je la trouve intéressante, tout le monde ici la trouve intéressante. Je pense que les gens, déjà un peu conquis à remettre en question nos épistémologies, sont conquis par ça, mais je me pose la question de savoir comment, vous avez été convaincu, comment charmer ceux-là même qui sont même pas prêts à entendre des discours comme ça et qui sont ceux-là même qui prennent des décisions qui influencent les développements de nos sociétés, ici comme au sud, partout. Donc, la question est un peu comment rester optimiste devant ça, puis je comprends qu'il faut aussi regarder les bonnes choses, mais comment, en termes d'action, comment penser que ça peut peut-être changer un peu, parce que... je pourrais dire aussi que quand on regarde les jeunes aujourd'hui qui font les manifestations partout dans la planète, j'ai fait un débat avec des jeunes dernièrement qui m'ont dit on est très, très conscients, on sait très bien qu'on va vieillir, nous aussi, on va consommer, on va oublier notre activisme. Donc, comment prêcher ailleurs qu'avec des convertis? Est-ce que c'est possible? C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments de réponse. Je vais en donner quelques-unes. Et je vais même corser davantage la problématique. Tout à l'heure, je parlais rapidement de la crasie. Il faut noter que dans l'histoire des idées, souvent, on dit il suffit de connaître pour impulser des changements. Mais on observe que souvent, les gens savent assez sur les dangers, le péril qui pèse sur l'humanité. Mais comment se fait-il qu'ils ne sont pas capables de faire suivre cette connaissance très intellectuelle, très sentie d'actes? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. La première raison est que, je vais replonger un peu dans un auteur qui m'a aidé, je vais le simplifier, c'est Amartya Sen. Amartya Sen dit, il pense les capacités, la capacitation, outiller les personnes à se réapproprier leurs droits. Il ne suffit pas de donner à quelqu'un le droit de vote. Il ne suffit pas de donner à quelqu'un le droit, je ne sais pas, un droit civil. Est-ce que les voies sont carrossables pour lui permettre de réaliser ce droit? Dernièrement, il y a eu des élections au Cameroun. On nous dit, l'élection, le bureau de vote se trouve à Ottawa. Moi, je suis à Québec. Avec la meilleure des volontés, très allumé politiquement que je suis, je ne pouvais pas me déplacer jusqu'à. Donc, j'ai une conscience très assise de mon devoir civique et politique. Mais à l'épreuve des faits, je ne suis pas capable. Et c'est souvent la situation dans laquelle on se trouve. On est très au courant des risques qui pèsent, même si je pense qu'il faut le rappeler. On est très souvent au courant des risques qui pèsent sur notre devenir historique en quelque sorte, les injustices sociales. On essaye tant bien que mal à travers des œuvres de charité, etc., de se donner bonne conscience, même si pour moi on dépolitise d'une certaine manière. Donc je veux juste resserrer encore davantage la difficulté. Pour moi, en réalité, oui, c'est une difficulté, mais ce n'est pas un horizon indépassable. Quand je regarde, loin de la réflexion intellectuelle, toutes les manifestations, je crois que c'était le 15 mars, à travers la planète, les milliers de jeunes qui se sont lancés à l'assaut de nos rues. La rue n'est pas simple. L'histoire des révolutions se trouve toujours dans les rues. On l'a vu en 2012 avec les casseroles dans les rues. Ça a l'air de rien. Mais pour moi, c'est l'idée qu'il y a une environnementalité qui semble se sédimenter énormément. Mais une fois de plus, c'est une environnementalité qui est géographiquement située. En dehors de la sphère occidentale, les problèmes ne se posent pas de la même manière. En réalité, je ne pense pas qu'il n'y a pas une grande sensibilité. Il y a une volonté d'agir. Et la volonté d'agir se situe aussi au niveau politique. Prenons le Québec.
Je suis très fier que Québec solidaire ait mis comme élément central dans son programme la lutte au changement climatique. Il faut que ce discours s'impose. Il faut qu'il se judiciarise. Il faut sortir des vœux pieux selon lesquels on va protéger l'environnement. Donc pour moi, il y a des choses qui se font. Ce que j'évite, c'est qu'on reproduise, à mon sens, les mêmes schémas qu'on a eu souvent avec les droits de l'homme, où on croit simplement que les droits de l'homme se disent de la même manière. Ce qui se passe en ce moment se passe en Europe. Au Cameroun, ne demandez pas à quelqu'un de se soucier de l'environnement qui, déjà, il n'est pas capable, pour certains, à tout le moins, de manger. Les questions environnementales sont subsidiaires. Donc, je pense que le gros défi aujourd'hui, à mon sens, pour me résumer, je vais m'arrêter là, c'est de penser une pluralité des durabilités. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on n'habite pas le monde. On habite des territoires et de manière singulière. Tel que je vis à Québec, ce n'est pas nécessairement comme ça que je vivais à Rimouski. Il y a une échographie des territoires qui peut aider finalement à enrichir tout le discours sur la durabilité. Et le capitalisme a ceci de particulier qui ne veut pas entendre ça. Il veut standardiser. Un McDo ici, des processus par là, à l'échelle mondiale. Alors quand tu ramènes le discours sur la diversité culturelle, qui est garant de la diversité biologique, je l'ai dit tantôt, et qui est aussi garant de l'idée selon laquelle on n'habite pas le monde de la même manière, on ne consommera pas totalement Coca-Cola, on va consommer du cha-cha-cha. Il y a une boisson récente là qui fait fureur à travers. Pour moi, c'est à ce niveau vraiment. Je ne pense pas que les gens ne soient pas sensibilisés, bien au contraire. Et je pense que les années à venir nous montreront davantage à travers des professeurs qui mettent de plus en plus dans leur curriculum, dans une grande sensibilité, une grande attention sur les questions-là. Donc pour moi, c'est vraiment à ce niveau que se situe l'enjeu et non pas sur l'idée que les gens, est-ce qu'ils vont se mobiliser ou pas. Peut-être avant d'aller à la pause, je voudrais lire un petit truc parce que souvent la question m'est revenue, on me dit, oui, c'est ailleurs. Comment est-ce qu'on arrive à l'intégrer ici? Comment est-ce que, pris dans ce mouvement-là, continuel, qui nous échappe d'une certaine manière, comment est-ce qu'on arrive finalement à accueillir ce rapport relationnel ou holistique à la nature? Mais moi, je dirais que je suis partisan de la traduction interculturelle, c'est-à-dire que même si on peut s'inspirer de l'ailleurs, il faut le traduire dans la réalité locale. Et je crois que les régions comme Rimouski ou les régions montagnardes à travers le monde, les régions peuvent servir justement de garde-fou ou du moins de rampe de lancement vers cette autre façon de penser le monde. Et je vais lire un petit passage d'une chercheuse que j'apprécie beaucoup et elle parle du cas de l'Europe. Elle dit « Tout territoire encore vivant dans les régions occidentales est pour ses habitants une sorte de micro-monde. Et les modes de pensée et d'être y sont moins standardisés que dans des zones urbaines et résidentielles anonymes. Les éléments naturels qui composent ces territoires marquent les corps et les esprits. Quand j'entends constamment les Rimousquois parler, j'ai le sentiment personnel qu'il y a une proximité très importante entre ce qu'ils vivent en tant que région située au bord du fleuve et en tant que personnes humaines. Donc, j'ai comme le sentiment que le territoire marque les corps et les esprits. On ne se pense pas exactement pareil en plaine qu'en montagne, dans une forêt qu'au bord d'un fleuve. Les territoires impriment leur rythme, leurs contraintes, leur esthétique sur la vie quotidienne de leurs habitants et les rendent, semble-t-il, moins perméables à la déferlante uniformisatrice et aux logiques prédatrices du capital sur les espaces. Pour les communautés de lutte, il s'agit de réactiver ce monde souterrain, de renforcer ses liens avec les lieux qu'on cherche à défendre, de passer d'indicibles pactes avec puissance d'agir autre qu'humaine. Donc, je veux dire, si, pour être optimiste, je crois que le salut, d'une certaine manière, pour penser en termes bibliques, en Europe viendra des régions.
du rapport qu'on peut avoir, qui nous marque aussi dans nos corps et dans nos esprits, qu'on peut avoir avec la terre. Donc le salut là viendra, et c'est pour ça que je tenais à citer cette autrice. Merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer cette première séquence là-dessus. Vincent, j'aimerais ça dire un mot. Okay. Tu veux dire? Eh ben, c'est parti. Vas-y, Isabelle. Je voulais juste vous dire merci d'être ce matin pour nous le messager du vivant. Puis, en fait, je voulais témoigner à quel point, moi, ça me redresse d'espoir de vous entendre ce matin. Ça me gonfle d'amour. Je trouve que ça rouvre notre symposium, ça rouvre une porte d'humilité, en fait, de notre présence ici. Puis, ça nous positionne dans la précieuse complexité du vivant. Puis du même coup, en fait, ça me fait diminuer mon stress parce que je ne suis qu'un petit fil dans cette complexe toile. Donc, je vous en remercie beaucoup. Je voulais juste vous dire ça. Merci beaucoup. Une minute. Oui, vas-y, Christian. En fait, aussi, l'autre chose sur laquelle je réfléchissais en venant ici, parlant des gros concepts durabilité, décoloniale et tout ça, c'était de me dire, j'ai en face de moi des personnes qui, dès qu'elles sortiront là, elles seront confrontées à la réalité triviale, mais dure parfois, au contact des personnes parfois écorchées de la vie, à une réalité qui est écorchée, qui est maganée, comme on dit au Québec. Alors, comment parler de manière à ce que ça puisse rejoindre un certain nombre de préoccupations sans toutefois me faire violence? S'il y avait quelque chose à retenir aussi de manière générale, c'est que on est à la fois des microcosmes, des micromondes, mais pris dans un tissu serré de réalité macro. Quand on parle d'injustice sociale, souvent ceux qui feront de l'intervention seront en face des personnes qui sont à la fois le témoin, mais aussi la résultante de plusieurs oppressions. Réfugiés climatiques, réfugiés économiques, réfugiés de guerre, et parfois les guerres n'ont d'autre origine que des réalités économiques. Donc, vous voyez, vous avez un concentré vous serez en face parfois d'une personne qui est un concentré d'oppression. Et ça ne prendra pas simplement une intelligence, ça prendra aussi une intelligence des milieux. Comment est-ce qu'il est inséré dans son milieu? Est-ce que vous avez trouvé pour lui, par exemple, une communauté d'accueil, etc., etc. Et c'est à ce niveau que je situe l'humilité, c'est-à-dire que il faut apprendre, nous autres, au risque de tomber malades nous-mêmes, que oui, on fait notre juste part. Moi, j'appelle ça la team colibri. Je fais ma juste part. C'est une... Comme toujours, c'était un bonheur. Là, je payerai pour t'écouter tout le temps. Mais j'ai des questions difficiles. Je ne sais pas si tu peux m'aider. On va essayer. On va essayer. Moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère me disait, vous autres qui avez été à l'école de blanc, on ne peut plus vous faire confiance. Ce matin, ça me faisait le même effet que la dernière fois que je t'ai écouté ici sur la décolonialité. C'est toi qui nous parlais de la matrice coloniale du pouvoir. Comment penser autrement alors qu'on est déjà installé, encerclé et au service de cette matrice coloniale du pouvoir? Des fois, je me dis, ok, j'ai beau vouloir faire des révolutions, je suis le produit de cette école-là et de ce paradigme-là. Je travaille dans des organisations néocoloniales avec des outils conceptuels et épistémologiques issus de ça, dans la langue qui leur appartient. Et avec des codes qui appartiennent à cette matrice-là. Pour parler de pluralité, je ne sais pas si je me fais entendre comme il faut là. Pour parler de pluralité, par exemple, si je veux habiter le monde
depuis une culture de l'oralité, plutôt qu'une culture écrite, avec ce que ça permet de faire comme expérience du vivre et du vivre ensemble, qu'on ne trouve pas nécessairement dans la pratique de l'écriture et de la philosophie occidentale. On s'y prend comment? Au fait, je suis en train de dire, est-ce qu'on se raconte des histoires finalement, alors qu'on est encerclé tout simplement? Est-ce que c'est pas déjà peine perdue? Quelque chose comme ça. Je vais répondre immédiatement par l'affirmatif, non pas parce que je suis un optimiste actif, mais c'est pas peine perdue. De toutes les manières, comment dirais-je? C'est-à-dire que refuser au moins d'essayer, oui, c'est déjà peine perdue. Mais tant qu'on est dans une dynamique, on est encore en chemin, c'est-à-dire qu'on est capable de renverser la tendance qui semble se dessiner. Mais de manière concrète, j'entends très bien ce que tu dis, Jeanne-Marie. L'idée, c'est comment nous faire confiance, effectivement. Je dis, il ne faudrait même pas faire confiance à ces personnes occidentalisées. Pourquoi? Parce que quand on parle d'intelligence collective, c'est aussi... En fait, j'aime beaucoup le terme intelligence collective, mais je m'en méfie grandement parce que dans intelligence, il y a l'idée d'intellectuel au sens universitaire du terme. Il y a l'idée de raison et non pas de rationalité parce que dans le combat que nous devons mener, les luttes que nous devons mener, ça prend aussi bien des experts que de l'intelligence, entre guillemets, citoyenne. C'est-à-dire que ça prend aussi bien les gens qui ont l'expérience de la vie, qui n'ont pas forcément fréquenté les cercles, les milieux universitaires. Et la question de l'humilité est très importante. Quand on parle de gouvernance participative, souvent, on a plus affaire à une expertocratie sur les questions générales. On dit tel expert, tel expert. Parfois, il y a des personnes qui ont une expérience de la vie, une sagesse de la vie. Je vais prendre un exemple pour expliquer ça, pour juste corroborer ce que tu dis qu'il ne faudrait pas faire confiance. J'avais pris la dernière fois, c'est une ONG qui arrive dans la forêt équatoriale au Cameroun. Il y a toute une forêt un peu comme la forêt Amazonie. Il y a des personnes un peu qu'on appelle les pygmées qui vivent vraiment en osmose avec la nature, c'est-à-dire que de manière très intégrée. Avec un regard externe, on prend pitié, mais pour eux, ils se disent, mais vous êtes enclin à tout le stress possible du monde parce que vous devez accumuler. Alors, il y a une ONG qui débarque et se dit, bon, on va offrir au chef du village une maison, un lit, etc., tout le patatras de nos mondes, de nos zones urbaines là. Et il se trouve que 2 jours après, le chef de ce village ne dormait pas dans la maison, il ne dormait pas sur le lit. Il dormait dans sa hutte avec les membres de sa... On ne comprenait pas. Mais comment on te donne une maison avec tout ça? Comment tu n'arrives pas à apprécier autre? Mais pour lui, ça ne faisait pas sens. Parce que, d'abord, un chef doit être au milieu de sa communauté, il ne doit pas se distinguer. Bref, tout ce truc-là. Mais ce que je veux dire par là, à travers ça, c'est que parfois, on pense, à travers notre rationalité, qui est une rationalité particulière, répondre aux difficultés, aux problématiques qui sont de plusieurs ordres, qui prennent aussi bien la rationalité instrumentale que la rationalité, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence culturelle, l'intelligence expérientielle, etc., etc. Donc, il ne faudrait vraiment pas, à mon sens, là je vais encore être plus grave, faire confiance aux personnes occidentalisées. Mais pour revenir à la question de la matrice coloniale de pouvoir, pour éclairer tout le monde, c'est que je considère que la question de l'environnement n'est pas une question qui se pense en dehors d'une matrice coloniale de pouvoir. De la même manière que la question même de l'art, la façon, notre rapport à l'art, la façon que même les universités sont prises dans une matrice coloniale de pouvoir. Et cette matrice coloniale de pouvoir s'origine, à mon sens, à peu près en 1492, avec ce qu'on a appelé le recouvrement de l'ordre, où il y a une raison mythonymique, une raison égocentrique, sûre d'elle-même, obèse d'elle-même, qui se pense comme le point de vue de Dieu et qui va infuser tous les domaines de l'épistémologie, tous les domaines du savoir, aussi bien même la religion. C'est aussi à ce moment-là qu'on se lance vers des grandes campagnes d'évangélisation, de civilisation, avec Hegel qui dit que finalement, telle population n'est pas assez apte à l'intelligence et tout ça. Donc, pour juste remettre la perspective, on est là dans la matrice coloniale de pouvoir. À l'heure actuelle,
au jour d'aujourd'hui, dans les universités, quand vous regardez les biographies qui sont proposées, les bibliographies qui sont proposées aux étudiants, c'est souvent un seul foyer de connaissances. On intègre difficilement ce qui vient d'ailleurs, parce que c'est considéré comme ne répondant pas au canon souverain, impérialiste, sûr de leur rationalité. On intègre très peu de données féministes. Par exemple, j'invite souvent les étudiants et étudiantes à regarder souvent les noms des personnes qui sont proposées. Tout ça participe, à mon sens, d'une matrice coloniale de pouvoir inhospitalière à ce qui n'est pas elle-même. C'est-à-dire que pour elle, tout ce qui est en dehors d'elle-même est frappé immédiatement du sceau de l'irrationalité, de l'indigénité, de ce qui n'est pas bon, de ce qui ne rentre pas dans le cadre d'une rationalité qui est une rationalité supérieure, qui est du point de vue de Dieu. Donc, j'espère qu'on comprend à peu près ce que j'entends par matrice coloniale de pouvoir. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit finalement la question de Jeanne-Marie. Est-ce que finalement on n'est pas pris... je dirais que oui. Oui, et on est pris. Moi qui pense aujourd'hui, je ne peux pas nier le background de la pensée philosophique française-allemande. J'ai un master en philosophie française-allemande. Je ne peux pas oublier que j'ai un master en droit de l'homme, pas droits humains, droit de l'homme, avec ce que ça comporte comme biais et action humanitaire. Le rapport que j'ai à la nature est un rapport éminemment dualiste, c'est-à-dire que le droit de l'environnement, c'est un droit qui émane du rapport dualiste qu'on a avec la nature, une nature qu'il faut protéger par des lois. Donc on crée une distance, on la protège. Tout ça, on ne voit pas cet arrière-plan, mais je suis conscient de ça. Moi, où je pense qu'il y a espoir, c'est déjà de prendre conscience de ces biais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de décolonialité qui est un processus permanent. Je pense qu'on ne saisit pas encore, mais de plus en plus, nous sommes conscients de ces biais. Quand je suis arrivé au Québec, je savais déjà que c'était un pays où la question du féminisme était prépondérante. Ces dernières années, j'ai senti une montée une fois de plus en puissance de toutes les études sur le féminisme, non pas comme domaine à part, mais qui vient infuser finalement tous nos rapports à l'épistémologie, quel est le regard que peuvent porter des personnes du genre féminin sur telle chose. Je vois des évolutions, c'est-à-dire que c'est une décolonialité permanente. Je veux juste te dire par là, Jeanne-Marie, que oui, il faut être conscient de ses propres étroitesses. Pour moi, c'est le début. C'est ce que j'appelais apprendre à désapprendre pour apprendre à nouveau. Or, souvent, moi, je crois qu'on est très sévère envers nous-mêmes. Déjà, prendre conscience, comme disait, sortir de son obscurité. Comme disait Kant, que Rousseau m'a réveillé de mon obscurité dogmatique. Il y a une espèce d'intus legere, une intuition intelligible. Pour moi, c'est beaucoup. On est un peu sorti, si on veut reprendre Platon, de la caverne. Déjà, prendre conscience de ça, pouvoir même m'inviter pour tenir un discours alternatif, pouvoir introduire dans tes travaux, dans tes cours, d'autres sons de cloche. Pour moi, c'est, comme je disais, c'est Team Colibri. Je fais ma juste part, qui pourra ici et là infuser. C'est pas rien, si je veux juste m'arrêter à ça. Ce n'est pas rien. Maintenant aussi, il faudrait, au-delà du niveau du petit microcosme, il y a une dimension politique. Je l'ai dit la dernière fois ici. La lutte se fait à la fois individuelle, à travers nos formations, nos petites actions menées au quotidien, mais aussi au niveau politique. Qu'est-ce qu'on fait au niveau politique? Est-ce que nous sommes des acteurs passifs en se disant que la politique c'est trop compliqué pour moi, ou est-ce qu'on donne de la voix à travers des actions militantes à notre niveau, depuis là où on est? Au niveau mondial, moi je vais souvent donner des conférences à l'université au Cameroun où j'invite à redécouvrir ce qui fait que nous soyons Camerounais et non pas autres. Pour moi, le carrefour du donner et du recevoir, je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas un carrefour où je vais arriver et découvrir que finalement les autres ont beaucoup à me donner, moi j'ai rien à donner. Je dois être fortement identité à moi-même pour pouvoir m'ouvrir à l'autre, pour pouvoir avoir quelque chose à offrir. Et ce discours, il commence, à mon sens, à prendre, comme on dit, la mayonnaise. Il est cependant sujet à beaucoup de récupération, notamment les nationalistes, l'extrême droite. C'est pour ça qu'il faudra mettre un cordon sanitaire autour de tout ce qui a trait finalement à une réappropriation culturelle de notre singularité, qui n'est pas une fermeture. Moi, je prône la traduction. Je suis le fruit
Je pense que le Kassala le disait très bien. Je suis le fruit de mes multiples identités et rencontres. Pour moi, l'idée de décolonialité n'est pas de se fermer. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital. C'est le fruit d'une rationalité occidentale. Je ne peux pas nier ça. L'idée n'est pas de balayer, de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est de prendre conscience qu'au-delà des singularités et autres, il y a des enjeux plus macro. Comment est-ce que je définis mon rapport au monde? Comment est-ce que la personne qui est en face de moi, moi qui suis intervenante, est-ce que je le vois simplement comme un numéro? C'est-à-dire quelqu'un qui a débarqué à Rimouski, ou bien, comme je le disais, qui est un concentré. Donc, tout ça, ça peut sembler nébuleux, mais pour moi, je pense que ça fait toute la différence dans nos rapports au monde et le rapport aux autres. Donc, je n'ai pas la faiblesse de penser qu'on se raconte des histoires. Merci Christian. Maëlle? Merci beaucoup, Christian, pour ta lucidité ainsi que celle que tu m'apportes. J'aurais voulu, ce qui m'attire beaucoup dans ce que tu as dit, c'est beaucoup la partie qui est plus facile de parler d'infortune que d'injustice. Puis, dans le fond, c'est ça, moi, de mon expérience pendant l'année que je viens de faire, là, je me suis rendu compte que je disais souvent j'ai la chance d'être ici, j'ai la chance d'avoir accès à plusieurs scènes pour pouvoir m'exprimer, j'ai cette chance-là. Fait que, un peu de la même manière que tu disais, qu'il est plus facile de parler d'infortune que d'injustice, je trouvais dans ma vie que j'avais plus de facilité à parler de chance que de justice, finalement. Puis, j'aurais aimé ça t'entendre plus à ce niveau-là. Rapidement, je dirais avec, entre guillemets, que nous sommes tous un peu handicapés. Je pense que tous, tout le monde, parce que même si on a la chance, certains diront la grâce, certains diront l'opportunité d'être ici ou ailleurs, je suis ici, mais je ne suis peut-être pas là-bas, je suis au Québec, peut-être je ne suis pas Bill Gates. Tu vois, tout ça, un peu, à un moment donné, devient relatif. L'idée, c'est de sortir de la mauvaise conscience. Je n'ai pas honte d'être au Québec, ici et maintenant, mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai comme opportunité? Est-ce que je m'en sers? C'est comme le couteau. Est-ce que je m'en sers pour tuer ou est-ce que je m'en sers pour cuisiner et pour donner la nourriture aux autres? Donc, c'est un peu ça. Il y a souvent l'idée qu'on est un peu... quand je regarde ce qui m'est donné de voir à travers les médias, mon Dieu, j'en viens à culpabiliser. Non. Et puis, du coup, la façon de déculpabiliser, c'est de se dire, OK, je ne vais pas regarder quelle est la source des oppressions qui rend cette personne dans cet état. Je vais simplement donner un peu à travers l'aide publique au développement. Non, une fois que j'ai pris conscience de ça, je ne souhaite pas être là dans cet état. Mais je souhaite que cette personne soit minimalement dans mon état. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Il faut donc cibler, identifier les bons. Et c'est pour ça que pour moi, je dis, souvent, pour se donner bonne conscience, on fait glisser. Il y a un glissement entre la charité et l'injustice. Les gens, en réalité, n'ont pas besoin de charité. Tout le monde a honte qu'on exprime une certaine pitié à son égard. Mais ce qu'il veut parfois, c'est avoir les voies carrossables, les opportunités pour pouvoir se développer par eux-mêmes. Quand vous débarquez avec des grands trucs, ouais, c'est comme ça que vous devez fonctionner. C'est bien beau, mais tu t'es posé la question, qu'est-ce que moi je veux pour mon pays? Qu'est-ce que je veux? Souvent, vous voyez des gens arrivent ici, c'est pas parce qu'ils aiment tellement le Québec, bien évidemment. Le Québec est une opportunité. Ils aimeraient pour beaucoup rester chez eux. Mais on refuse. Et c'est tout le débat qu'il y a au niveau de l'immigration. Vous ne pouvez pas demander aux gens, vous allez me dire je généralise, oui, mais vous ne pouvez pas demander aux gens tous les jours, vous affichez à travers une vitrine des choses super intéressantes dont vous les abreuvez à travers des médias impériaux, et puis vous dire non, restez chez vous. Un jour, ils finiront par casser la vitre et entrer. C'est pour ça que peu importe les murs que mettront Trump et je ne sais pas l'Europe, à un moment donné, quand les gens ont faim pas parce que
c'est le fait de leur infortune. Faim parce que les structures, les mécanismes de domination, de capture des moyens de production sont intimement liés au système capitaliste qui est tenu par certaines personnes, le 1%. À un moment donné, ils ont faim, ils vont aller chercher, ils vont aller où il y a à manger. Peu importe, c'est là l'invasion des barbares, entre guillemets, dans l'histoire. Il faut à un moment donné, si je suis dans une perspective de survie, je vais devoir me battre pour... Donc, pour moi, c'est prendre congé de l'idée que les gens ont nécessairement besoin de notre charité. Au contraire, c'est même parfois insultant. Ils ont besoin de la justice. Ils veulent avoir des opportunités comme nous pour se développer par eux-mêmes. C'est plus difficile parce que c'est nébuleux. On dit le capitalisme, on commence par où? On commence par comment et autres. Je dirais même qu'à l'intérieur déjà du Québec, du Canada, on vous dit parfois que dès le 1er janvier à 12 heures, les plus grands patrons de la bourse de Toronto ont déjà votre salaire à 12 heures pour toute l'année. Encore que je ne sais pas quel est votre salaire. Parfois, on parle à 12 heures, il peut déjà avoir 50 000 $. Tout ça devrait nous interpeller. Je sais que c'est difficile. Tout à l'heure, on parlait de résilience civique. Il faut de la résilience civique pour chaque fois écouter et se dire « je dois me lever pour aller me battre, je dois aller protester ». Ils se servent de notre passivité. On aurait le temps encore 5 minutes. Merci Maël pour ton commentaire et ta question. Encore 5 minutes, donc 2-3 commentaires peut-être encore. Jean. Bonjour. Je m'appelle Jean, je fais partie de l'équipe au département. J'ai d'abord un témoignage de l'enrichissement incroyable de ton intervention. Merci. Je suis animé de plusieurs questions. Je vais essayer de les rassembler dans une question que je pourrais nommer de la façon suivante. Quel a été ton trajet pour passer du tourisme épistémologique à la résistance épistémologique, à la désobéissance épistémologique? Et quel lien tu fais entre ces trois éléments et la responsabilité du chercheur universitaire, mais aussi du pédagogue et du praticien-chercheur? Merci pour cette question. Tourisme épistémologique. Oui, je m'inscris clairement dans ce que j'ai appelé la désobéissance épistémologique. Je pense qu'il faut être de ce point de vue indiscipliné. Il faut être irrévérencieux à la limite. Pour moi, c'est la condition aussi de possibilité d'autres alternatives qui, de toutes les manières, nous enrichit. Je pense qu'il faut sortir un peu de la tour de Babel dans laquelle on est. Quand on essaie simplement de voyager, on se rend bien compte que notre monde s'enrichit. Moi, mon trajet est assez particulier, hein, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très contestataire depuis que je suis petit, aussi loin que je remonte dans mon histoire. Mes parents me disent que j'ai toujours assez été jaloux de ma liberté en réalité, pas nécessairement contestataire, c'est-à-dire que moi, tu me mets dans un lycée où il y a des règles strictes, c'est le meilleur moyen pour moi de traverser le portillon et puis aller... Parce que j'aime pas... Je fais confiance à l'intelligence des gens. C'est-à-dire, je me dis, je peux m'autodiscipliner. Bien évidemment, il y a quelques... Mais c'est d'abord personnel. Et puis, je fais la rencontre de la philosophie, au détour d'une haine de la philosophie. Je finis par aimer la philosophie. Sauf que je fais une licence en philosophie et on me parle de Kant, de Platon, de ci, de ça. Je me dis, finalement, au Cameroun, il n'y a donc pas de penseurs. Je m'en vais, j'arrive ici, je fais un stage ici, je repars au Cameroun, et puis je suis sélectionné par l'Union européenne pour suivre une formation très sélective sur la philosophie française allemande. Alors, je rencontre Bergson et tout. Et puis, au détour d'une rencontre à Bruxelles avec Walter Mignolo, dont je citais tantôt, qui est l'un des porte-étendards de l'option décoloniale, la décolonialité. Et là, j'ai comme un renversement. Je me dis, mais attends, pendant longtemps, je citais, mais je ne suis même pas capable de dire un tant soit peu des choses intelligentes sur mon foyer de connaissance, celui qui m'a vu naître. Et surtout qu'à ce moment-là, on est très condescendant parce que
La référence, c'est Kant. La référence, c'est les penseurs du centre, en quelque sorte, et non pas les penseurs autres que du centre. Le centre étant ici l'Occident. Du coup, je me dis, attends, Christian, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je me mets à fouiller. Il y a une démarche personnelle aussi. Et je découvre que, premièrement, je découvre de l'humilité. C'est-à-dire que il y a des choses intéressantes que dit Kant, tout, mais il y a aussi des obscurités des lumières. Les obscurités des lumières qui font écho aux lumières occidentales, c'est la colonisation. C'est tout la tabula rasa des cultures, religions d'ailleurs. C'est l'idée que tout était noir, c'était sombre. On a apporté la lumière. C'est vraiment faux. Et puis quand je regarde mon propre parcours, je donne des cours aussi. Je veux dire, il y a l'idée que tu apprends à décoloniser. Ce n'est pas simplement une décolonisation de ce qui s'était passé. Je me décolonise aussi de ce que j'ai vécu au Cameroun. Je veux dire encore, le féminisme m'a beaucoup apporté. Le féminisme m'a aidé à penser les structures de domination, parfois textuelles. Comment on invisibilise les personnes, les femmes dans les textes. Pour moi, au-delà de la chicane, de je dois féminiser mes textes, ça en dit beaucoup. Ça sédimente les pensées. Et je l'ai dit la dernière fois, je disais, regardez vos bibliographies, les textes proposés. C'est très souvent monocolore, unijar. On ne s'en rend pas compte parce que ça semble aller de soi. Mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Parce qu'on ne pense pas à partir de nulle part. On pense avec son corps. C'est la géographie épistémologique. On pense avec une histoire. Donc tout ça fait que j'ai appris à me décoloniser d'une certaine manière. Je l'ai dit tout rapidement là. Apprendre à désapprendre pour apprendre à nouveau. C'est-à-dire l'idée n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est d'être conscient que c'est une connaissance parmi tant d'autres. Il faut provincialiser la pensée occidentale, qui a beaucoup de choses à apporter à l'humanité, mais d'autres aussi ont des choses à apporter à l'humanité, notamment du point de vue environnemental. Quel est notre rapport à l'humain? Je le disais, pour d'autres, la nature est éminemment culturelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas distante de nous, elle est éminemment culturelle. La biodiversité est le fruit d'une activité pas industrieuse comme en Occident, mais d'un rapport particulier avec la nature. Donc, il faut intégrer ça. Maintenant, comment on compose avec ça? Tout ça, au bout du compte, m'a permis de me rendre compte que je m'enrichissais plus que je m'appauvrissais. Donc, j'ai épousé cette désobéissance épistémologique. Merci Christian et merci Jean pour la question. On a dépassé notre temps, mais viens quand même, Thomas. J'aurais juste envie de proposer que ça fasse vraiment un mot de clôture, peut-être 1 ou 2 minutes pour boucler. Salut, je m'appelle Thomas. Je voulais d'abord dire merci parce que c'était... je ressens le thérapeute de l'intime et puis le pédagogue de l'intellect, profondément. Je suis magnifiquement touché. Je ne sais pas comment je vais faire ça en 2 minutes. J'avais un commentaire en fait plus dans une intention de pluralité. En fait, moi je ne suis pas psychosociologue, je suis biologiste. Et ce qui m'a interpellé, c'est la dimension de l'oxymoron entre développement et durable. J'entends tout à fait la dimension développement durable dans une perspective ou disons une manifestation proprement capitaliste, disons, et donc une construction qu'on propose. Il y a un monsieur en 1973 qui s'appelle Leigh Van Valen qui a dit que l'évolution du vivant, avec un grand V, c'est l'intégration du développement par l'écologie. Et pour moi, dans cette phrase-là, il y a quelque chose de puissant parce que je ne vis pas, moi, le développement et durable comme étant de ma posture expérientielle puis de ma posture de biologiste, comme des oxymorons ou des oxymorons. En ce sens que, pour moi, le développement, c'est la potentialité de l'émergence des possibles, d'un point de vue biologique. Puis, la durabilité, c'est la dimension du temps. Et ce temps-là, qui nous unit tous et qui unit le vivant, c'est l'évolution depuis des milliards d'années.
dans la dimension du développement durable, ce qui manque pour moi, c'est elle ne rend pas grâce à la dimension écologie. L'intégration de l'écologie dans la dimension que le développement est un vecteur des potentialités dans le temps, au sens biologique. Voilà, c'était tout ce que je voulais. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Le développement durable, c'est tel qu'il a été donné depuis le rapport Brundtland, aussi bien l'attention portée aux générations futures, mais met en exergue 3 axes, l'économie, le culturel et puis le social. Mais au fil du temps, on se rend à l'évidence que la dimension économique a pris le pas sur toutes les autres dimensions. Donc, je serais très sensible, je suis d'accord avec l'idée que on peut entrevoir le développement dans une perspective très fermée, liée à l'écologie elle-même. Mais à l'épreuve des faits, on est bien loin de ça. Et c'est justement pourquoi le concept de développement durable est de plus en plus frappé du soupçon, c'est-à-dire que comme étant de collusion, entretenant une collusion entre les milieux purement économicistes et l'idée d'un développement vert en quelque sorte. On parle souvent de greenwashing et autres. Donc, on est bien loin de l'idée que le vivant lui-même est un potentiel. Je veux dire, Hans Jonas en philosophie parle de biologie, quand il parle de la biologie philosophique, il dit le temps et le vivant lui-même est un potentiel, c'est-à-dire que l'être n'est que possible, et il est possible dans une richesse infinie, c'est-à-dire qui se développe avec le temps et autres. Ça, on est tous d'accord, mais comme je disais encore, la difficulté subsiste émerge au moment où le discours économique prend le pas sur toutes les autres dimensions. Pour terminer, et là je vais terminer, je voudrais quand même attirer votre attention sur un aspect qui, je vais peut-être le lire pour qu'on comprenne bien ce que j'entendais aussi par durabilité décoloniale. Donc c'est un petit passage que j'ai rédigé un peu sous forme méditative, j'espère que ça ne va pas être long. Je m'en voudrais de ne pas pouvoir le partager avec vous. Pour moi, je disais, le monde commun ne sera durable que dans la valorisation de la diversité des conceptions et interprétations du monde. L'enjeu est précisément de délaisser l'ambiance ontologique occidentale pour mieux insister sur les cultures dans la mesure où elles sont chacune à sa façon porteuses d'une conception du monde et d'une façon spécifique d'habiter un territoire et de vivre dans un milieu donné. La diversité culturelle révèle l'importance du territoire dans la promotion de la durabilité. La durabilité est un réseau de vie, de monde-territoire, de culture, de conception du monde qui tranche avec le dualisme occidental et les réductionnismes uniformisants de l'économie mondiale. Il importe de traduire ou de redécouvrir la durabilité dans et à partir de l'histoire de chaque communauté culturelle habitant un territoire. Loin d'une conception unique, prétendument universelle, il faut s'attacher à découvrir, à reconnaître, à respecter au sein des conceptions du monde un ensemble de représentations, de pratiques, d'artefacts qui traduisent les formes de croyances, d'ancrage et d'attachement culturel et durable au territoire. Vous remarquerez que j'insiste beaucoup sur la question des territoires. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'habite pas le monde. Pour moi, c'est une abstraction. On habite des territoires. Et la résistance contre les dimensions uniformisantes, les aspects grotesques du libéralisme partiront, à mon sens, de la façon avec laquelle on va se réapproprier nos territoires. Donc, je précise rapidement que le territoire dont il est question ici n'a rien à voir avec la conception cartésienne, euclidienne ou libérale d'une entité inerte, réellement existante, qui appartiendrait à quelqu'un, entre parenthèses, propriété privée. Il est bien plus qu'un simple espace interchangeable, une ressource ou une base matérielle pour la reproduction de la communauté humaine et ses pratiques. Le territoire dont il est question ici est un tissu de vie. Le territoire est donc indissociable du matériel, de la dimension symbolique, épistémologique et biophysique de chaque groupe social. Il ne s'agit pas
de jongler avec les trivialités culturelles ou le relativisme, mais d'aborder la responsabilité qu'on a pour le devenir du monde à partir des expériences concrètes et à chaque fois singulières. C'est ce que nous appelons la pluralisation de la durabilité. Celle-ci tient compte de l'arché originaire, c'est-à-dire la terre qui n'est jamais vécue autrement que dans la singularité d'un milieu, d'un territoire historique, habité, valorisé et architecturé. Donc, en résumé, ce que je voudrais dire, c'est que il faut se réapproprier notre façon d'habiter les territoires. C'est à partir de là, dans l'esthétisation qu'on peut avoir vis-à-vis d'une montagne, d'une colline, d'un fleuve, qu'on peut dénouer en quelque sorte le rapport marchand et économiciste qu'on peut avoir avec les éléments qui sont non humains. Je vous remercie pour votre attention.